us. Bonjour à toutes et à tous, nous allons bientôt commencer. N'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de chat et de nous dire de quel pays vous venez. Please also take this time to select your language. Choisissez également la langue de votre choix en cliquant sur l'icône du petit globe à l'écran. Ensuite, vous pourrez choisir soit anglais, soit français, et vous pourrez également mettre en silencieux l'audio original de départ. Vous pouvez également choisir les sous-titres qui s'affichent. Le sous-titrage codé, il vous faut cliquer sur l'icône qui a les CC, transcription en direct. Et si vous ne souhaitez plus ces sous-titres, cliquez sur cacher les sous-titres. Ce sont des phrases qui sont générées automatiquement, donc elles ne seront pas totalement justes sans doute. Présentez-vous, prenez le temps de vous préparer, choisissez votre langue, choisissez si vous souhaitez une transcription en direct en anglais. Nous allons commencer incessamment sous peu. Bonjour à toutes et à tous à ce webinaire. Dans la boîte de chat, je vois que vous venez des 4 coins du monde et je me félicite que vous ayez choisi de passer du temps avec nous. Je m'appelle Brittany Gutsch, je suis responsable de programme au projet Knowledge Success des programmes de communication de l'université Johns Hopkins. Aujourd'hui, nous allons étudier des données sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes. Nous allons également tirer des conclusions sur ces effets et voir ce qu'il est possible de faire pour l'atténuer. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, nous allons commencer par plusieurs présentations, ensuite par une discussion en panel. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses et puis nous aurons également une autre présentation. Vous ne pourrez pas, vous êtes sur silencieux pendant les présentations, mais si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de chat. Mes collègues suivront les questions-réponses qui seront posées et nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. Cette conversation durera environ 1h30. Elle est interprétée simultanément en anglais ou en français. Elle sera également enregistrée en français et en anglais, sera disponible ultérieurement sur notre site. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez sélectionner votre langue en cliquant sur l'icône du globe et en choisissant la langue de votre choix. Nous avons également une transcription en direct et vous pouvez cliquer sur l'icône avec les 2 C pour les faire apparaître. Si vous voulez les cacher, recliquez sur cette icône et
la transcription en direct disparaîtra. Si vous avez le moindre problème, envoyez-moi un message écrit ou à Émilie ou à Cosette qui sommes vos interlocutrices de Knowledge Success. Pour la conversation d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Zeitoa Fabiano, qui est médecin et compte 3 ans d'expérience en médecine clinique et en santé publique. Elle est actuellement en master de médecine à l'université de Witwatersrand en tant que boursière de Rhodes Mandela. Elle est également fondatrice d'une organisation à but non lucratif, Health Access Initiative Malawi, qui travaille pour améliorer l'accès aux informations et aux santé de services pour tout le monde et pour engendrer des changements de comportement. Elle a également été ambassadrice, jeune ambassadrice pour les jeunes et conseillère pour les jeunes également. C'est à vous. Merci, Brittany. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Knowledge Success a organisé ce webinaire aujourd'hui qui va se pencher sur les effets de la COVID-19 sur les jeunes, les adolescents en matière de SSR. Comme vous le savez, la pandémie a eu des conséquences terribles à l'échelle planétaire en matière de santé mentale et autres. Et aujourd'hui, ce webinaire a été préparé pour aborder la question de la SSR chez les jeunes et les adolescents. Il y a 5 panélistes. Une première de FHI 360, ensuite de la faculté de santé publique de Johns Hopkins, de Girls Not Brides également, de l'IAH et un représentant de l'OMS. Ils ont énormément de connaissances et pourront vous communiquer les informations qu'ils ont recueillies en matière de SSR et appliquées aux adolescents et aux jeunes. Nous avions prévu qu'il y aurait des résultats de santé maternelle, des grossesses non désirées et autres durant la pandémie. Suite à ces 5 présentations, nous aurons une discussion, une séance de questions-réponses et je vous invite également à poster toutes les questions que vous pourriez avoir et nous tenterons d'y répondre et de vous faire part de recommandations que nous pourrions avoir ou que vous pourriez avoir afin d'induire des changements positifs en matière de SSR. Cette boîte de discussion est ouverte à tous vos commentaires, vos questions, vos suggestions. N'hésitez pas à vous en servir. Donc, Catherine Packer est une chercheure senior en matière à la division de reproduction maternelle et santé du nouveau-né de l'enfant à FHI 360. Elle compte plus de 10 ans d'expérience mondiale et travaille principalement sur des études et des programmes liés à la SSR, la planification familiale et le VIH. Et elle a beaucoup travaillé récemment sur les jeunes et les adolescents. C'est pourquoi nous lui donnons maintenant la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Allons-y, passons à la diapo suivante. Je suis très heureuse de pouvoir vous dire que Knowledge Success a lancé un site web qui s'appelle Connect the Dots, c'est-à-dire faire le lien, ce qui permet d'étudier les impacts de la COVID-19 sur la planification familiale
Il y a des études de cas, de programmes, d'adaptation programmatique qui ont réussi et qui pourront être utilisées dans des crises futures. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui est fondé dans Connecting the Dots, mais qui pose la question de l'utilisation des contraceptifs chez les jeunes femmes. Diapositive, s'il vous plaît. Pour vous fournir quelques informations de contexte, au début de la pandémie, en avril 2020, il a été estimé que si les perturbations causées par la COVID plus de 7 millions, se poursuivaient, plus de 7 millions de grossesses non souhaitées allaient se produire. D'après les chiffres ultérieurs, 4 millions se sont produites pour les grossesses non souhaitées. Pendant la première année de la pandémie, le nombre de grossesses non souhaitées serait moins important que celui que l'on avait projeté. Cela nous a permis de procéder à une étude pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passait. Diapositive suivante. Voici les grandes questions auxquelles nous avons cherché à trouver des réponses. Connecting the Dots ne se concentrait pas sur les jeunes, mais sur le site, vous pouvez télécharger des données qui sont ventilées par nombre d'enfants, emplacement géographique et âge. Aujourd'hui, une nouvelle étude qui essaie de répondre à ces questions concernant les intentions de grossesse ou l'utilisation de la contraceptive. Est-ce qu'elles ont changé pendant la pandémie? Est-ce que l'accès aux services de planification familiale est demeuré pendant la pandémie? Je ne vais pas présenter d'informations sur les intentions de grossesse, mais apparemment, elles n'ont pas beaucoup changé à cause de la COVID et elles n'ont pas vraiment varié d'un groupe d'âge à l'autre. Si vous avez des questions là-dessus ou si vous souhaitez davantage d'informations, je pourrais vous en dire davantage par la suite. Diapositive suivante. Donc, nous avons travaillé avec PMA pour analyser des données représentatives et sous-représentatives de 7 pays, la Côte d'Ivoire, le Rajasthan, en Inde et l'Ouganda. Nous avons analysé les données d'un sondage qui a été effectué 6 ou 8 mois dans la pandémie au Burkina Faso, au Kenya, à Kinshasa, en RDC et à Lagos, au Nigeria. Nous avons analysé les données de 3 sondages, un avant la pandémie, grosso modo de décembre 2019 à janvier 2020, 3 à 4 mois pendant la pandémie et ensuite ce que l'on appelons le sondage COVID plus tardif, c'est-à-dire 8 à 10 mois pendant la pandémie. Il convient de noter que le premier sondage COVID a été effectué par téléphone, donc l'échantillon était plus modeste et n'incluait que ceux qui avaient accès à un téléphone. Donc, ceci peut avoir un impact sur les résultats. Cette diapositive et la diapositive suivante vous donnent les données par groupe d'âge. Les femmes de moins de 25 ans en orange, les femmes de 25 à 34 ans en violet et en turquoise, les femmes de plus de 35 ans et plus. Je sais que ça fait beaucoup de barres, mais concentrez-vous sur les barres orange, les femmes les plus jeunes, pour voir si elle est beaucoup plus élevée ou beaucoup plus basse que les barres violettes et bleues. Alors, cela veut dire qu'il y avait des différences entre les groupes d'âge. Le graphique indique le pourcentage de femmes en situation de risque de grossesse non souhaitée utilisant des contraceptifs dans les 4 contextes où il y a eu des sondages multiples. Dans l'ensemble, nous avons trouvé très peu de changements dans l'utilisation des contraceptifs d'un sondage à l'autre. Lorsqu'on regarde les différences d'âge, prenons un exemple. Au Burkina Faso, l'utilisation des contraceptifs a augmenté entre les jeunes femmes entre la période pré-pandémie et le début et le premier sondage sur la COVID, et l'utilisation contraceptive était plus élevée pendant la période pré-pandémie qu'à la période pré-pandémie, selon le dernier sondage. Schéma similaire repéré à Kinshasa et au Kenya. Toutefois, à Lagos, les jeunes femmes avaient une utilisation de contraceptifs dans le dernier sondage par rapport aux personnes plus âgées que dans les premiers sondages. Je crois qu'il y a quelques petits problèmes avec les diapositives.
Celle-ci nous avons vu qu'il n'y avait pas eu un gros changement dans l'utilisation des contraceptifs, mais qu'en est-il des méthodes? Les femmes sont-elles passées à des méthodes moins efficaces ou à pas de méthode du tout dans la première année de la pandémie? Tout d'abord, il convient de noter que pour Lagos, les données ne sont pas indiquées ici en raison de la non-disponibilité de la ventilation par âge pour cet indicateur. Il y a moins d'un cinquième des femmes dans chaque contexte sont passées à des méthodes moins efficaces ou pas du tout de méthodes d'un sondage à l'autre. Toutefois, il y avait de légères augmentations relevées lors de le dernier sondage sur la COVID. Vous voyez les deux du milieu sont la RDC et le Kenya. Ce graphique vous indique le pourcentage de femmes en situation de risque de grossesse non souhaitée, mais qui n'utilisaient pas de contraceptifs dans les 7 contextes lors d'un ou plusieurs des sondages COVID. Les données du premier sondage COVID n'ont pas pu être ventilées parce que très peu de femmes ont donné des raisons liées à la COVID pour leur non-utilisation. Dans l'ensemble, les femmes n'utilisant pas la contraception ont indiqué des raisons liées à la COVID lors des derniers sondages, ce qui, encore une fois, suggère une aggravation de la situation. Lorsqu'on regarde les différences entre les groupes d'âge, nous voyons que dans certains contextes, tels qu'à Lagos, plus de jeunes femmes que de femmes plus âgées n'utilisaient pas la contraception pour des raisons liées à la COVID. En bref, dans cette analyse, il ressort que l'impact de la COVID-19 sur l'utilisation des contraceptifs pendant la première année de la pandémie n'a peut-être pas été aussi sérieux qu'on le craignait au début. Dans l'ensemble, l'impact sur les plus jeunes femmes n'était pas pire. Il y a eu des différences entre les groupes d'âge selon l'indicateur, mais qui n'étaient pas cohérents d'un pays à l'autre ou même d'un point à l'autre dans un même pays. Une seule exception, les plus jeunes femmes à Lagos ou Nigeria, dans le dernier sondage où l'utilisation de la contraceptive était plus faible, la non-utilisation plus élevée en raison de problèmes liés à la COVID. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans Connecting the Dots, nous décrivons également comment l'adaptation des programmes et des politiques a contribué à la continuité des services de planification familiale dans les premières phases de la pandémie. Donc, je vous invite à vérifier le site web pour y trouver plus d'informations détaillées sur ce point. Ma dernière diapositive. Je tenais à noter plusieurs choses. Nous savons que la pandémie n'est pas terminée. Les données que nous venons de vous montrer concernent la première année de la pandémie, donc pour un nombre limité de pays, surtout en Afrique. Le COVID-19 peut avoir et continue à avoir des effets plus sérieux sur les services et l'utilisation de la planification familiale dans d'autres régions du monde et dans d'autres pays qui ne sont pas inclus dans l'analyse. Selon certaines indications, la situation liée à la COVID-19 s'aggravait, ce qui fait qu'un plus grand nombre de femmes n'utilisaient pas la contraception pour des raisons liées à la COVID-19. De plus, nous n'avons pas pu ventiler plus avant les données qu'au-delà des 3 groupes d'âge. Les adolescents 15 à 19 ans peuvent avoir des résultats différents que les jeunes femmes de 20 à 24 ans, ce qui fait que les différences entre ces groupes d'âge pourraient être en fait occultées. Nous avons besoin de davantage de données qui puissent être ventilées par âge afin que nous puissions identifier les besoins spécifiques des adolescents et des jeunes. J'attends donc de voir ce que les autres orateurs de ce webinaire vont nous dire concernant les impacts de la COVID sur la jeunesse. Je vous remercie. Merci Catherine. Une excellente présentation qui pose la question de savoir ce qu'il en est du problème de la collecte des données pendant la pandémie. Elle a eu un impact sur les connaissances à notre disposition et l'application des programmes. Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que les autres orateurs ont à nous dire sur cette question. Merci encore une fois. Nous allons maintenant passer à l'orateur suivant, qui est le docteur Asta Ramaya. Pardonnez-moi si j'ai écorché votre nom. Elle est chargée de recherche à la faculté de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins. Et elle étudie l'impact de la pandémie sur les adolescents. Elle a une
formation en la matière et elle a travaillé depuis 9 ans, pendant 9 ans au Canada, en Tanzanie, au Népal, aux États-Unis et en Inde sur les maladies infectieuses, la santé maternelle et la santé infantile. Elle est détenteur d'un PhD de l'Université de Jeskis, d'une maîtrise de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Je vous remercie. Je vous donne la parole, Dr. Rameya. Je vous remercie, Zeytois. Merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Comme cela a été indiqué, je suis chargée de recherche. Je viens de Tanzanie. C'est pour moi un grand honneur de faire un exposé devant un groupe aussi divers. Je travaille sur ce projet en collaboration avec l'OMS, le Population Council, Reuters et Gage. Diapositive suivante. Ce que nous essayons d'identifier, c'était de faire une cartographie et une analyse de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé des adolescents et les résultats en termes sociaux dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Les résultats sociaux incluaient les relations personnelles, l'éducation et les disparités. Diapositive suivante. Ce que nous avons fait, c'est une revue de l'ensemble de la documentation afin que la demande d'attention à la santé et au bien-être des adolescents soit fondée sur un corpus d'éléments probants solides, pas un site unique ou des éléments probants purement anecdotiques, ni des projections. Une évaluation systématique n'a pas été réalisée parce qu'elle se serait concentrée sur un seul sujet et n'aurait pas eu la qualité rigoureuse de l'évaluation que nous recherchions. Nous avons examiné la différente documentation, nous avons fait des recherches sur Google et nous avons examiné des documents sur la santé des adolescents avec un critère d'inclusion. Nous avons eu des documents en anglais publiés entre décembre 19 et mars 2022 et des recherches originales qui ont été réalisées. Diapositive suivante. Eh bien, qu'avons-nous découvert? Nous avons choisi 90 articles que nous avons codés et nous avons créé des bibliographies que nous pourrons vous communiquer si vous le souhaitez. Nous nous sommes aperçus que 35% des articles se passaient, 38% des articles se passaient dans la zone du Pacifique Ouest, 18% en Afrique, 62% étaient des études transversales, 29% longitudinales, 23% publiés en 2020, 62% en 2021, 14% en 2022, 74% étaient de nature quantitative, 16% sur les méthodes mixtes et 10% qualitatifs. Nous avons divisé les résultats en niveau macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique. Au niveau macro, nous avons vu qu'il y avait une aggravation des ramifications économiques, un écartement plus profond des écarts entre les genres et une augmentation de la vulnérabilité de certaines populations. Je vais me concentrer uniquement sur les ramifications économiques et leur aggravation. Nous avons pu voir que 60% des jeunes étaient inquiets de l'avenir économique de leur famille et entre 25 et 90% ont dit que leurs parents avaient subi des pertes économiques et 80% ont dit que la situation de leur foyer était pire qu'avant la pandémie. Ceci allait main dans la main avec l'insécurité alimentaire soulignée dans 41% des articles. Pour ce qui est de l'insécurité alimentaire des adolescents, des familles, un grand nombre d'adolescents ont dit qu'ils avaient faim ou qu'ils devaient sauter des repas. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Cette diapo étudie les implications niveau meso. Il y a eu des impacts sur l'éducation, les relations sociales et à l'intérieur de la famille et les relations entre pairs. Ces relations en matière d'éducation, donc je vais m'occuper de l'éducation principalement. Nous nous sommes aperçus que l'enseignement à distance s'est affléchi. Et nous avons également constaté une baisse importante parmi les personnes qui étaient scolarisées. Nous nous sommes aperçus que les aspirations de ces jeunes étaient amoindries, y compris lorsque les jeunes se déscolarisaient précocement. Diapo suivante. Cette diapo et la suivante seront axées sur les conséquences sur la santé de la COVID-19. Dans cette diapo, nous constatons une santé mentale détériorée, des problèmes de santé physique et un changement dans la perception des vaccins. On s'est aperçu en matière de santé mentale surtout qu'il y avait un plus fort pourcentage d'anxiété et de stress, des niveaux de dépression, de solitude et de pensée suicidaire plus élevés. En ce qui concernait également les mécanismes pour faire face à la situation, ça a été assez difficile pour les jeunes. Et les facteurs de risque les plus élevés étaient l'âge, la fermeture des écoles et les relations familiales complexes. Diapo suivante. Cette diapo porte principalement sur les SSR parmi les adolescents. Nous avons trouvé 16 articles qui ont été publiés en 2021. Nous nous sommes aperçus que les jeunes qui avaient réduit leur accès aux soins de santé avaient baissé en nombre et qu'ils expliquaient que c'était dû à des questions financières et à la difficulté d'accéder à ces services. Nous nous sommes également aperçus en matière de santé menstruelle que les jeunes avaient également eu davantage de difficultés à maintenir une hygiène. À la fin de 2021 et de 2022, nous constatons qu'il y a des tendances négatives. Un rapport du Kenya publié par le Conseil pour la population a montré que les jeunes filles abandonnaient l'école beaucoup plus que les garçons parce qu'elles tombaient enceintes. Diapo suivante. Donc, ceci est ma dernière diapo. Je suis désolée, il y a beaucoup de textes, mais en fait, il semblerait que le sens de ces résultats m'oblige à souligner les résultats dans les deux cases de gauche et ceux des deux cases de droite. Je pense que nous sommes aperçus que les questions de santé mentale étaient très importantes et donc il nous faut résoudre ces problèmes et donc répondre aux besoins en santé mentale des adolescents en utilisant des approches fondées sur des données probantes. Les fermetures des écoles ont également induit des abandons scolaires en plus grand nombre et des pertes en matière d'apprentissage, ce qui souligne l'importance de maintenir les établissements scolaires ouverts et d'adapter l'enseignement aux besoins des enfants. Enfin, les disparités ont encore
plus exclut les jeunes marginalisés qui sont vulnérables aux conséquences économiques des mesures de confinement. Donc, il faut faire particulièrement attention aux problèmes et aux besoins de ces jeunes. Enfin, la SSR a été négativement touchée, particulièrement en ce qui concerne l'accès à des soins de santé normaux et à des produits pour les jeunes filles. Il est donc nécessaire de réduire la stigmatisation liée à la COVID-19 pour veiller à assurer la continuité des soins habituels et aider davantage les jeunes filles à obtenir les produits liés à la menstruation. Merci. Je vous remercie pour cette présentation très intéressante. Je vois que vous vous êtes particulièrement attaché à la santé physique et mentale et aux inégalités économiques, la fermeture des écoles qui ont induit des abandons scolaires. Et donc, je pense que tout ceci introduit parfaitement la présentation suivante de Lara Van Koeterik, qui dirige le développement et l'apprentissage à Girls Not Bride, partenariat pour mettre un terme au mariage des enfants. Elle travaille sur ces questions depuis le début de sa carrière et son organisation compte des membres qui viennent de tous les horizons. Elle a également participé à l'élaboration d'une équipe extrêmement efficace. Elle est titulaire d'un master d'anthropologie culturelle et d'études sur le développement international et se passionne pour les questions de femmes, l'édification des mouvements et l'édification de partenariats efficaces pour induire le changement social. Merci beaucoup. Je vais donc parler aujourd'hui de l'impact de la COVID-19 sur le mariage des enfants. Et comme nous l'avons vu dans la présentation de l'intervenante précédente, la pandémie a induit beaucoup d'événements négatifs sur le mariage des filles. Je pense que la plupart d'entre vous avaient entendu parler du mariage des enfants dans le passé, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais en parler un peu plus. Comme la plupart d'entre vous le saurez sûrement, il s'agit de tout mariage officiel ou union non officielle au sein de là ou duquel l'une des parties est âgée de moins de 18 ans. Et ceci touche 650 millions de femmes en vie aujourd'hui qui se sont mariées avant l'âge de 18 ans. Mais certaines régions du monde sont davantage touchées. Par exemple, 34% des filles en Afrique au sud du Sahara, 28% en Asie du Sud et 22% en Amérique latine et dans la région Caraïbe. Mais nous savons que le mariage des enfants a baissé aujourd'hui de 15% par rapport à il y a 10 ans. Cela étant dit, à cause de la pandémie, la prévalence dans les pays dans les pays à revenus les plus faibles est deux fois plus élevée que la moyenne mondiale. Et à l'intérieur des pays, il y a des disparités entre les riches et les pauvres. Donc, en fait, il y a eu des mesures qui ont été prises pour réduire donc toutes ces disparités, mais la pandémie de COVID-19 est survenue et comme vous le verrez dans la diapo suivante, en 2021, l'UNICEF avait prévu que la pandémie pourrait entraîner 10 millions de plus de mariages de filles d'ici 2030. Ceci pour les raisons suivantes, à savoir les fermetures d'établissements scolaires et les conséquences sur la vie des filles, les taux accrus de grossesse d'adolescentes, les interruptions de soins
de SSR et, et les programmes spécifiques pour mettre un terme au mariage des enfants, les chocs économiques induits par la pandémie, ainsi que le décès des parents ou des tuteurs légaux de ces enfants. Et ceci a eu des effets sur les adolescentes. Il est encore trop tôt pour pouvoir déterminer des changements mesurables dans la prévalence du mariage des enfants. Nous étudions les femmes âgées de 20 à 24 ans aujourd'hui et voyons à quel âge elles se sont mariées. Et nous pourrons donc avoir des résultats sur ces changements dans les années à venir, mais bon nombre des voies par lesquelles il est probable que le mariage des enfants augmente commencent à faire l'objet de documentation. Mais l'UNICEF a déterminé qu'il était possible de lutter contre cette prévision de 10 millions de filles de plus qui se marieront en établissant des programmes mis en œuvre à grande échelle afin de veiller à l'accès à l'éducation et aux soins de santé des jeunes filles et en mettant en place une protection contre les chocs économiques. Ceci pourrait faire réduire ces mariages de 5 millions. Nous avons recueilli les indications de nos membres à travers le monde. Il y a eu des études également. Et donc, nos membres nous ont fait part de leurs observations sur la pandémie. Diapo suivante. Avec Plan International, Girls Not Brides a étudié l'impact de la COVID-19 principalement en Afrique de l'Ouest et centrale. Et comme vous pouvez le lire dans ce briefing, ceci se fonde principalement d'observations de nos membres, donc d'organisations de la société civile se trouvant sur le terrain. Et ce que nous avons appris est que particulièrement au début de la pandémie, les fermetures d'établissements scolaires alimentaient les augmentations de violences sexuelles contre les adolescentes. Il y a également eu des augmentations de viols et d'intrusions dans les domiciles. Ceci a été remarqué par notre coalition au Nigeria, ce qui a résulté en une augmentation des grossesses d'adolescentes. Enfin, les filles ont de plus en plus de mal à accéder aux soins de santé sexuelle et reproductive, ce qui a accru les grossesses et les problèmes auxquels sont confrontées les nouvelles mères et leurs nouveau-nés. Une jeune mère adolescente au Sierra Leone nous fait part de son témoignage en bas de la diapo suivante. J'aimerais également vous faire part de remarques qui nous ont été faites par nos membres en Amérique latine, au Mexique, où une initiative observatoire a été menée sur le genre et la COVID-19 au Mexique et les conclusions ont été que le pourcentage d'appels d'urgence liés à la violence conjugale ou familiale ont augmenté de 21% en 2020 par rapport à 2019. Les données ne sont pas toujours cohérentes, mais parce que nous savons bien sûr que tous les cas de violence conjugale ne sont pas rapportés. Cela étant dit, les femmes se trouvant au foyer, les dangers pour elles se sont accrus. Nous avons également constaté 32% d'avortements en moins qui ont été notifiés, qui ont été enregistrés dans les hôpitaux publics en 2020
que l'année antérieure, sans doute parce que les femmes et les filles ne pouvaient pas accéder aux services d'avortement. Le résultat était plus de 21 000 grossesses non souhaitées chez les jeunes entre 19 et 20. Enfin, j'aimerais vous montrer quelques exemples de l'Inde. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée par Girls and Brides Rajasthan, qui est une coalition d'organisations de la société civile qui travaille au Rajasthan, en Inde, en 2020. Donc, au début de la pandémie, ils ont procédé à une étude sur l'impact sur les femmes et jeunes femmes mariées et non mariées dans les groupes à faible revenu. Ils se sont aperçus que 89% des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait eu un impact considérable sur les revenus de leur foyer, ce qui avait provoqué une augmentation de l'insécurité alimentaire, mais aussi à des tensions au sein des foyers et des communautés, provoquant des pressions sur les familles pour qu'elles marient leurs filles ou sur les filles pour qu'elles se marient. Par ailleurs, un impact important s'est fait sentir sur la santé mentale, comme l'a dit l'oratrice qui m'a précédée. 24% des jeunes filles ont indiqué se sentir déprimées ou inquiètes quant aux opportunités qu'elles auraient dans la vie à cause de la pandémie. Accès à l'éducation, ça a été un autre élément qui a ressenti un impact majeur pour les jeunes filles. Pratiquement toutes les filles ont cessé d'aller à l'école pendant le confinement et ce confinement a duré très longtemps en Inde. La plupart d'entre elles donc, ont cessé d'aller à l'école et 28% seulement ont pu avoir accès à des cours de formation à distance ou en ligne. Un grand nombre de jeunes filles ont dit que leurs parents avaient perdu intérêt dans leur éducation et que ceci avait bien sûr un impact sur leur perspective d'avenir. 90% des jeunes filles ont indiqué qu'elles avaient peur d'être mariées ou d'être envoyées dans la maison de leur époux. 10% ont indiqué observer des cas de mariage d'enfants pendant la pandémie. Donc, c'est un impact au niveau des familles. On poussait le mariage des filles, même très jeunes. Si vous passez à la diapositive suivante, s'il vous plaît, qu'avons-nous tiré comme enseignement de cette situation? Quelles sont les recommandations principales que nous recommandons pour l'avenir? Ce que nous avons tiré des différents rapports dont nous avons parlé ici, mais aussi le feedback que nous recevons du programme Girls and Brides, c'est que l'investissement dans l'éducation des filles, les soins de santé sexuelle et reproductive et le soutien psychosocial est essentiel. Une garantie de 13 ans d'éducation sur tous les enfants scolarisés a un impact considérable. Reconnaître l'importance des soins de santé sexuelle et reproductive comme essentiels en période de crise et garantir l'accès des adolescentes à ces services, quel que soit leur état de famille, est important. Il faut prioriser les besoins des adolescentes en réaction à la COVID et les stratégies devrait donner la priorité à une reconstruction post-confinement ou au riposte en cas d'urgence. Enfin, ce que nous avons pu voir au niveau de Girls and Brides, sont surtout les organisations basées dans les communautés qui travaillaient directement avec les jeunes filles qui ont pu travailler avec elles pendant la période de crise. Au début de la pandémie, lorsqu'il y avait des confinements durs dans un grand nombre de pays, ce sont ces organisations qui ont continué à fournir des services, un soutien et travailler avec les communautés alors que les autres services n'étaient plus disponibles.
Donc, je crois que le grand enseignement ici, c'est que ce sont ces organisations qui sont essentielles en période de crise et qui doivent être financées et qui doivent bénéficier d'un soutien pour qu'elles puissent faire leur travail. Je vais m'arrêter maintenant. Je vous remercie et je vais redonner la parole à Zeta. Merci beaucoup, Laura. Une excellente présentation. C'est un appel lancé à toutes les organisations qui sont ici en ligne. Votre travail est essentiel, surtout pour la réouverture des écoles, pour aider les filles à se rescolariser. Lara a beaucoup parlé des mariages d'enfants et des disparités entre les différents pays, mais aussi entre les différents niveaux socio-économiques des familles, ce qui a provoqué des grossesses non souhaitées. Et elle nous a donné une perspective du Nigeria où le nombre de viols et de grossesses non souhaitées et de difficultés d'accès aux services ont été mentionnés. De même pour l'Amérique latine où on a parlé de beaucoup de cas de violence dans les familles et en Inde, l'impact sur les ressources financières des familles qui a provoqué des mariages forcés. Elle a aussi beaucoup parlé de l'impact de la fermeture des écoles, ce qui est un excellent lien avec la prochaine oratrice, le docteur Nicolas Gray, qui a beaucoup travaillé sur la réouverture des écoles dans le contexte de la pandémie. Le docteur Nicolas Gray, le vice-président pour l'Association internationale de la santé des adolescentes pour l'Europe. Elle est vice-présidente donc pour l'Europe. Elle est aussi principale conférencier en pratique pharmaceutique à l'université de Huddersfield au Royaume-Uni et un chercheur affilié avec la présidence de l'UNESCO, le présidence du centre de collaboration entre l'UNESCO et l'OMS pour la santé mondiale et l'éducation. Elle est membre du conseil de l'Association du Royaume-Uni pour la santé des jeunes et elle va nous faire part de sa présentation. Je lui cède la parole. Je vous remercie infiniment de ces aimables paroles de présentation. Ma présentation ne parle pas de l'ouverture sans danger des écoles, mais c'est un thème très important pendant toute la pandémie et je suis tout à fait prête à répondre à des questions sur ce point particulier par la suite. Diapositive, s'il vous plaît. Je suis le vice-président Europe de l'IAAH, l'Association internationale pour la santé des adolescentes. Je vais vous dire ce que fait l'IAAH. Nous sommes une coalition d'organisations nationales et régionales impliquées dans les questions concernant la santé et le bien-être des adolescentes. Nous avons un vice-président dans chacune des 9 régions du monde où nous travaillons et par le biais de nos membres qui sont des cliniciens, des décideurs politiques, des éducateurs, des chercheurs, nous sommes une organisation qui surveille les préoccupations mondiales et régionales. Nous avons un réseau dynamique de jeunes professionnels et nous accueillons la Semaine internationale pour la santé des adolescents qui permet à nos membres d'intervenir chaque mois de mars sur des questions intéressantes. Cette année, c'était la transition. En 2020, nous avons travaillé en partenariat avec un grand nombre d'organisations dont les noms apparaissent ici pour la formulation d'une déclaration pour la protection des adolescentes dans le cadre de la riposte à la COVID-19. Donc, c'était au début de la pandémie où nous avions déjà enregistré les préoccupations d'un grand nombre d'organisations quant à ce qui allait se produire. Diapositive suivante, je choisis 2 questions qui en sont sorties de cette déclaration et ce sont les réflexions dont je vais vous faire part qui viennent de certains de nos vice-présidents. La première, ce sont les projections du FNUAP dont nous avons déjà entendu parler concernant à l'époque l'adjonction de 13 millions de mariages de mariages précoces et 7 millions de grossesses non souhaitées. Nous avons divisé la déclaration en 2 sections. La première pour les actions d'urgence et la deuxième
la continuation prévue de la situation de la pandémie, et l'idée était de renforcer, d'accroître les efforts au fur et à mesure qu'évoluait la pandémie. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Nous restons dans une situation où nous vivons avec la COVID. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'accès à des informations, des produits et des services de qualité pour les jeunes adolescentes et les jeunes femmes? Vous pouvez lire cette déclaration sur notre site si vous le souhaitez. Le premier élément concerne un sujet très, très important pour la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Il s'agit de la législation. Nous avons écouté les excellentes présentations de tout à l'heure sur les défis et les crises des mariages des enfants. Le docteur Emma Lianto, qui est notre vice-président pour l'Asie de l'Est, me disait que les Philippines ont enfin adopté deux lois très importantes, ce qui s'appelle des lois de la République. La première a été d'accroître l'âge du viol de 12 à 16 ans, et le deuxième, l'interdiction et la pénalisation du mariage des enfants. Pourquoi est-ce tellement important dans la situation? Eh bien, Emma nous a rappelé qu'environ 70% des enfants nés de mères adolescentes aux Philippines sont pour père des hommes qui peuvent avoir 20 ans, voire plus que la mère adolescente. Donc, un défi important ici. Une fille sur 6 aux Philippines est mariée lorsqu'elle atteint son 18e anniversaire, et la fermeture des écoles et les problèmes dans les familles créent des risques de davantage de mariages d'enfants. Donc, ces deux textes de loi sont des piliers pour la protection de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Le deuxième pilier que j'aimerais examiner, c'est un exemple de l'Europe, près de chez moi au Royaume-Uni. Il s'agit de la protection des jeunes et de leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Brooke est un fournisseur de services énorme au Royaume-Uni. Vous pouvez lire leur blog sur leur site web, sur leur plan pré-pandémie pour créer une porte numérique à leur service, donc comprenant que la pandémie était une opportunité de toucher davantage d'adolescentes. Ceci n'a été que mis en relief pendant la pandémie, et l'un des éléments a été le développement d'un système de tests pour les maladies sexuellement transmises en ligne. Pour eux, la sauvegarde, ce n'est pas une intervention isolée ou ponctuelle, mais une composante essentielle de toute interaction que le personnel de Brooke a avec des jeunes ou des personnes vulnérables. Ce à quoi ils sont confrontés, bien sûr, c'était le fait qu'ils perdaient cette opportunité d'une interaction face à face. L'opportunité pour le personnel hospitalier qui avait besoin de cette curiosité professionnelle, c'est-à-dire d'examiner les réactions corporelles, si vous voulez, des jeunes lors de ces interventions, et la réticence des clientes à partager leur information personnel dans le cadre d'un service de télémédecine. Donc, leur stratégie pour lutter contre ces obstacles a consisté à encourager ceux qui étaient en situation de risque à le révéler grâce à une élaboration très pointue qui soit adaptée à l'âge des participants, la confidentialité, et puis inclure des questions qui seraient susceptibles de tirer une sonnette d'alarme, et puis permettre au personnel de voir les clientes qui attendaient leur service. Leur réponse à certaines des questions indiquerait que celle-ci avait besoin d'un degré de priorité. Par exemple, si une jeune femme avait peur ou était mal à l'aise vis-à-vis de la personne avec qui elle avait des rapports sexuels, si elle utilisait régulièrement de l'alcool ou des drogues avant d'avoir des relations sexuelles, si elles étaient fréquemment
déprimées ou si elles avaient des relations sexuelles avec quelqu'un qui soit beaucoup plus âgé qu'elles. Voilà quelles étaient nos interventions, ce qui s'enchaîne bien avec le troisième pilier qui concerne les services, les prestataires de services. Je remercie Daisy Olumide et sa collègue Tormiwa Owolabi. Daisy est notre vice-présidente pour l'Afrique subsaharienne et elle nous a fait en particulier rapport sur les services au Nigeria. A360 est un service mis en œuvre par la Société pour la santé familiale au Nigeria et l'équipe savait que lorsque les restrictions de déplacement avaient été imposées par le gouvernement du Nigeria, les jeunes femmes ne pourraient plus aller se former ou former. Elles ont vu dans leurs données que l'utilisation des services sur une base hebdomadaire s'est effondrée de plus de 2000 filles avant la pandémie à 250 filles par semaine en avril 2020, ce qui demeurait un effort impressionnant, mais ils savaient qu'il leur fallait agir plus rapidement parce que, comme l'a dit le directeur de projet, et donc, un réseau de jeunes femmes a réussi à les maintenir en contact avec ces personnels. Donc, deux stratégies. À gauche, informer les personnels, veiller à ce qu'ils aient toutes les informations nécessaires sur l'infection par la COVID dans leur corpus de connaissances, rester en contact, permettre au personnel d'être en contact avec le centre et ensuite veiller. Ceci a permis de conserver des personnels mobilisés auprès des jeunes filles sur le terrain qui en avaient besoin, qui donc pouvaient toujours se rendre chez ces jeunes au sein de la communauté et, si nécessaire, orienter ces jeunes filles vers des personnels formés sur le pôle central. Donc, l'impact a été très positif dans les collectivités. Vous pouvez en savoir plus sur le pôle apprentissage de A360. Les thèmes transversaux et que nous avons décidé de mettre l'accent sur l'habilitation des personnes qui travaillent avec des adolescents et des jeunes adultes, l'importance d'obtenir des données précises sur la SSR des adolescents et d'effectuer un suivi de la situation. Nous avons également vu le potentiel qui existe avec la maîtrise des technologies numériques. Merci beaucoup. Vous avez abordé un problème très important, celui de la télémédecine, en ce qui concerne également la communication, l'apport, la prestation de services sur place. Et c'est vrai qu'il est très intéressant d'avoir regardé l'exemple du Nigeria, avantages et inconvénients de la distance et de l'utilisation du numérique. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dans la boîte de discussion. Notre dernier intervenant aujourd'hui s'appelle Ahmed Ali. C'est un médecin égyptien, professionnel en santé publique, qui travaille depuis 10 ans dans les programmes de SSR. Il a un master de santé publique de l'Université américaine de Beyrouth, puis a été étudiant-chercheur à l'Université des sciences sanitaires et à la faculté de médecine de l'AUB. Ces procès les plus récents concernent l'utilisation d'approches de genre transformatrices dans les cadres humanitaires, la cartographie et le développement des compétences des professionnels de la SSR et
également l'intégration des services de SSR dans les soins de santé primaires, ainsi que l'impact de la COVID-19 sur l'accès de la SSR. Et je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup, Zeta. Merci de m'avoir présenté et je souhaiterais maintenant me saisir du temps qui m'est imparti pour vous faire part des enseignements que nous avons tirés, que nous avons réunis de 36 organisations issues de 16 pays et je pense que ma présentation s'appuiera sur ce qui a déjà été abordé antérieurement, ce qui concerne ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation en matière de services. Diapo suivante. Donc, comment nous avons commencé? Dès le début de la pandémie, les organisations qui travaillent avec nous ont essayé de réorienter l'intérêt sur les besoins des adolescents en temps de COVID-19. Mais tous les gouvernements avaient d'autres priorités, bien entendu, notamment le chômage et autres. Donc, les organisations à l'échelle locale ont été celles qui ont décidé de l'intérêt qu'elles porteraient ou non aux besoins des jeunes. Il y a donc l'OMS a travaillé avec le FNUAP pour publier un brief sur les réponses nécessaires aux besoins des adolescents en matière sexuelle et de reproduction pendant la crise de la COVID. Et ce brief fournissait des orientations pratiques, concrètes aux directeurs et prestataires de services pour adapter les prestations d'intervention de SSR dans le contexte des difficultés liées à la COVID. Par ailleurs, nous avons travaillé avec l'UNFPA pour savoir ce que faisaient les autres organisations. Donc, suite aux interventions qui ont eu lieu dans différents contextes, et différentes réponses qui se sont produites pendant la pandémie, notre question qui s'est posée était de savoir comment les organisations avaient-elles adapté leurs réponses aux besoins en SSR des adolescents pendant la pandémie de COVID-19. Donc, ça a été une demande. Nous avons donc appelé un projet et donc l'OMS a appelé les bureaux régionaux, également du FNUAP, pour présenter des études de cas. Et les analyses sont actuellement en cours suite à ces études de cas. Diapo suivante. Maintenant, je vais vous donner certaines des conclusions que nous avons tirées des données fournies par les études de cas. Il y en avait 36 issues de 16 pays, principalement d'Afrique et du sud-est asiatique. Ces études ont couvert des contextes différents selon les lieux. Nous avons essayer de couvrir les thématiques du brief technique qui avait été fourni. Donc, par exemple, comment les services de SSR ont été adaptés. Donc, accès, information et services de contraception, information plus générale sur les soins de VIH, les soins pour la violence sexiste, les produits, les informations et la vaccination contre le papillomavirus. Nos initiatives ont principalement ciblé des adolescentes, filles ou des adolescentes scolarisées qui ne pouvaient plus aller à l'école à cause des fermetures des écoles.
dont nous avons également ciblé les jeunes filles qui habitaient dans des zones éloignées et qui n'avaient pas nécessairement un accès à Internet, dans la mesure où la plupart des interventions étaient des interventions basées sur Internet ou numériques, et donc il était important de s'attacher aux personnes vivant dans des zones éloignées, qui n'y avaient pas accès. Pendant la pandémie, il y a eu des interruptions de services et donc des programmes ont cherché à toucher les jeunes filles chez elles par le biais de services de services à distance. Les modes de prestation des services étaient principalement numériques ou à distance, fournis de façon autonome pour remplacer les services antérieurs, ou encore ils se fondaient sur des services locaux dans des centres de santé, par exemple, pour remplacer les services face à face avec l'utilisation de matériel de formation, distanciation physique, selon la situation de la pandémie à un moment donné. Si la zone était en confinement, eh bien, on adaptait les programmes en tenant compte de ces situations. Et donc, le problème était toujours de savoir comment communiquer ces changements de prestations de services dus à la pandémie aux personnes. Et bien sûr, vous ne serez pas étonné d'entendre qu'il y a eu une utilisation extrêmement intense de la télémédecine, de consultation par téléphone, voire même d'orientation pour des services avec des applications comme mHealth, et l'utilisation de pharmacies en ligne pour pouvoir fournir aux adolescents des services, tout en maintenant la confidentialité des services. Et pourquoi avons-nous adapté ces services? Eh bien, parce qu'il fallait atténuer l'impact de la COVID-19 sur l'accès aux services de SSR disponibles. Nous cherchions également, ou alors, à relancer les services qui étaient fournis avant la pandémie. Mais en raison de la pandémie, nous avons constaté deux autres difficultés. Avant la pandémie, il y avait des défaillances dans la fourniture des services, et donc nous sommes axés sur l'amélioration de ces failles. Nous avons cherché à combler ces failles, pensant qu'elles seraient approfondies par la pandémie de COVID-19, et nous nous sommes axés sur l'atteinte des jeunes les plus vulnérables. Nous avons également essayé d'en savoir le plus possible sur le suivi et la surveillance des données. Aucune donnée d'évaluation n'a été fournie, mais il y a eu néanmoins des données de suivi et de surveillance qui ont été fournies avec, par exemple, les numéros qui avaient été, le nombre de numéros qu'on avait pu contacter, et également le niveau de satisfaction des bénéficiaires. Diapo suivante. La suivante. En raison du temps qui nous manque, je vais souligner un exemple qui provient de l'Ouganda, où le FNUAP a établi un partenariat avec SafeBoda, une entité privée. C'est un petit peu comme l'application Uber, mais il s'agit là de taxis moto.
En raison de la pandémie, la FNUAP a établi un partenariat avec SafeBodas, cette application, pour créer une pharmacie en ligne. Et donc, c'était un moyen de transport sûr pour les adolescents, les adolescentes. Et par la suite, une pharmacie en ligne a été créée et aujourd'hui, les jeunes, les adolescents peuvent commander des produits pharmaceutiques, y compris ceux qui étaient gratuits quand on les demandait au ministère de la Santé. Et donc, les jeunes pouvaient désormais se les faire livrer gratuitement grâce à cette application. Le service clientèle a reçu une formation sur comment se comporter avec ces jeunes. Diapo suivante. Nous arrivons à ma dernière diapo et comme j'ai parlé des implications, des conséquences pour le suivi et les actions, les mesures à venir, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises, mais il faudra réaliser des études afin de vérifier si les idées que nous avons peuvent être mises en œuvre de façon efficace. Par ailleurs, il n'y a pas eu que des interventions numériques. Certaines ont été adaptées selon les différents contextes, par exemple dans des contextes où il y a des interventions humanitaires. Et nous prévoyons d'ailleurs, en raison de la nature de l'étude, après la première vague de pandémie, voir la portée, voir dans quelle mesure la portée de notre intervention pourrait être modifiée, aurait dû être modifiée si on avait la possibilité de le refaire, afin de savoir quelles seraient les implications et les conséquences. Merci Ahmed de cette présentation et de nous avoir fait part d'informations sur l'Afrique et l'Asie du Sud-Est et d'inclure les adolescents LGBTQ et ceux des zones rurales qui se sont peut-être heurtés à des difficultés pour avoir accès aux services numériques fournis et pour avoir mis l'accent sur les défis en termes de collecte de données. Et tout cela a été extrêmement intéressant et nous remercions tous nos intervenants des informations remarquables qui nous ont beaucoup appris aujourd'hui. Nous allons passer maintenant la discussion avec le modérateur. Nous avons examiné les questions, les observations que vous avez postées dans le chat. Une question nous vient de Sanjita pour le docteur Aspa. Elle demande ce qu'il en est des idéations suicidaires. Est-ce que vous pourriez nous donner davantage de détails? Oui, bien sûr. Merci de cette question, Sanjita. Et je crois qu'en une présentation de 7 minutes, on ne peut pas tout couvrir, bien sûr. L'idéation suicidaire et les tentatives touchent 10 à 36% des gens. On en a parlé dans le cadre de 2 thèmes, mais une seule étude effectuée en Chine. Lors de cette étude, l'on a pris 2 groupes d'adolescentes, un groupe qui étaient des enfants marginalisés, laissés de côté, et un groupe qui n'avait pas été laissé de côté et qui était considéré comme non marginalisé. Nous nous sommes aperçus que l'idéation suicidaire dans ces populations était de 36%. Les facteurs associés
aux éléments d'idéation suicidaire était une faible éducation, plus de symptômes de dépression ou d'anxiété. Parmi les marginalisés, les facteurs associés aux idéations suicidaires incluaient être femme, moindre éducation des parents, perception inadéquate de la situation économique de la famille et problèmes économiques et dépression. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sanjita? Merci, Dr. Asta. Est-ce que Sanjita veut réagir dans la chat et nous dire ce qu'il en est? Nous allons passer à la question suivante qui porte Catherine. Elle nous vient d'Amy. Elle est un peu longue, donc je vais la lire. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications possibles pour lesquelles les données de PMA ont enregistré une réduction minime en termes d'utilisation de la contraception parmi les jeunes femmes par rapport au taux accru indiqué dans la documentation en termes de grossesse adolescente et les CEFMU tels que présentés par les autres participants. Vous avez noté qu'il était impossible de ventiler plus avant les données au niveau du 15 à 19 ans, mais pourtant l'âge global de 25 ans et en dessous n'a pas changé. Est-ce que l'on pourrait dire que la collecte des données de PMA serait plus favorable à ceux qui sont déjà des utilisateurs de contraception ou qu'elle ait peut-être du mal à toucher les adolescents de manière sans danger pour la collecte de données, ou est-ce que le moment de la collecte des données, 8 à 10 mois dans la pandémie, n'était pas suffisamment long pour illustrer les augmentations du nombre de grossesses des adolescentes? Ce que j'ai présenté, c'était les femmes à risque de grossesse non souhaitée, définies comme étant non infertiles, non enceintes, mariées qui ne voulaient pas avoir d'enfants dans l'année qui venait. Et c'est ce qui a été utilisé pour les relations sexuelles récentes. Pour cette analyse particulière, elle était plus limitée en termes d'âge, mais il s'agit d'échantillons représentatifs au niveau national et infranational. Et donc, pour celles qui avaient un partenaire, cela couvrait les adolescentes de 15 à 19 ans. Pour ce qui est de votre autre question, nous avons eu des conclusions similaires à celles d'un rapport récent de FP 2020 qui a examiné la situation dans 6 pays d'Afrique subsaharienne avec des données chez MIS qui ont indiqué une augmentation supérieure à ce que l'on attendait de l'utilisation de la contraception dans 4 pays, diminution dans 2 pays, mais dans l'ensemble, peu de changements. Un bon marqueur pour les secteurs privés et publics pour l'Ouganda et l'Éthiopie jusqu'en mars 2020 ont également indiqué peu de réduction de l'utilisation des contraceptifs en Ouganda et il a augmenté au-dessus des niveaux pré-pandémie après une première réduction. Donc, les données disponibles sont encore limitées, mais elles indiquent toujours que les perturbations et les confinements dus à la pandémie ont eu moins d'impact sur les femmes que prévu, mais les impacts les plus sévères n'apparaissent peut-être pas encore dans les données. Il faut donc que nous attendions pour mieux comprendre les impacts. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie, Catherine. J'aimerais demander aux membres de notre panel de répondre à 2 questions du premier intervenant au suivant. Pourriez-vous nous donner 2 recommandations qui pourraient être prises pour tempérer les impacts de la pandémie? Et deuxièmement, les décideurs et les responsables de la mise en œuvre des stratégies contre la COVID doivent-ils prendre des notes pour mieux se préparer à toute urgence ou pandémie ultérieure? Je vais essayer d'être brève.
J'aimerais prendre un instant pour saluer les succès des programmes pour continuer à fournir des services de contraception critiques. Je suis très heureuse de la présentation de l'OMS sur la documentation y afférente et d'autres. Donc, continuer à organiser des webinaires, des séances d'information permettent d'apprendre ce qui a fonctionné en termes d'adaptation des programmes et comment l'appliquer dans d'autres contextes pour ce qui est des groupes responsables de la conception des sondages, création de données, de méthodes pour pouvoir recueillir les informations et mieux les ventiler entre sous-groupes de jeunes. Et puis sur le long terme, je crois que nous avons pu voir qu'il ne faut pas oublier l'élément santé et éducation qui sont inextricablement liés. Il serait formidable de pouvoir examiner les données de plus près pour voir l'impact, le lien entre l'utilisation des contraceptifs et la santé mentale chez les jeunes et d'autres éléments qui ont pu être exacerbés pendant la pandémie. Je laisserai la parole à mes collègues. Merci. Notre intervenante de la Bloomberg School of Public Health, c'est moi, je crois, Asta? Oui, absolument. Je voulais simplement revenir sur la question que vous avez posée. En fait, vous dites qu'est-ce que nous faisons de ces conclusions et comment les appliquons-nous? C'est ça votre question? Oui, c'est ça. En un mot, c'est ça. Sur ma dernière diapositive, et encore bien sûr, les résultats que j'ai présentés étaient fondés sur ce que j'ai trouvé dans la documentation spécialisée. Il ne s'agit pas de recherche originale, mais ma recommandation serait tout d'abord qu'il était important que, et c'est ce que j'ai dit dans mes résultats d'ailleurs, c'est ce que j'ai montré dans mes résultats, les ramifications économiques soient comprises parce qu'elles ont été particulièrement négatives sur les adolescents les plus marginalisés. Nous voyons qu'il existe une corrélation entre l'impact au niveau macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique. Il nous faut donc essayer de, au lieu de nous concentrer sur la logique des interventions au niveau individuel, je crois que ce qu'il faut faire, c'est reconnaître le fait que la pandémie a estimé la marginalisation de ceux qui étaient déjà marginalisés. Cela est particulièrement frappant pour les personnes les plus démunies, les femmes et les filles, ceux qui venaient de statuts socio-économiques moins élevés. Donc, lors de l'étape suivante, en réfléchissant aux pandémies futures, il faut que ces inégalités restent présentes à nos esprits pour que l'on réfléchisse à la manière de les réduire. Je vous remercie. À vous, Lara, je répète la question. Tout d'abord, 2 recommandations d'action immédiate pour atténuer l'effet de la crise et 2 recommandations pour les décideurs et responsables de la mise en œuvre des programmes qu'ils doivent prendre en considération au niveau de la mise en œuvre de leurs efforts. Merci. Tout d'abord, je dois dire que je suis complètement d'accord avec ce que Asta vient de dire. Et revenant à votre première question, pour ce qui est du court terme, de l'immédiat, si vous voulez, qu'est-ce que je pourrais faire comme recommandation? Eh bien, ce que nous avons pu voir, c'est que la rouverture des écoles pour les filles est essentielle. Les filles ont été déscolarisées, beaucoup, et pas tout le monde n'a pu être encore rescolarisé post-confinement. Le retour à l'école et s'assurer qu'il y a 13 années d'éducation pour tous les enfants, c'est quelque chose d'essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Asta, je l'ai dit, parce que une crise comme la COVID-19
un impact particulier sur ceux qui sont déjà en situation de risque, en particulier de mariage précoce et de grossesse non souhaitée. Donc, nous devons examiner les différents carrefours, les différentes intersections entre les pressions pesant sur les filles qui viennent de couches socio-économiques moins favorisées et s'assurer qu'il y a une priorité donnée aux besoins de ces filles, même en cas de crise. Pour ce qui est de la préparation, des préparations pour le long terme en cas de nouvelle pandémie, pour nous, ce qui est important, c'est que les décideurs maintiennent la protection des droits de la personne pendant les pandémies, y compris la continuité de l'accès aux soins essentiels, à l'éducation, mais aussi consulter les filles, consulter les femmes pendant tout le cycle de la préparation aux urgences, de préparation des mesures d'atténuation et des réactions et concevoir des solutions qui sont efficaces et qui ciblent bien les femmes et les filles. Deuxième recommandation, peut-être sur le plus long terme, pour nous, serait que ce que nous avons vu pendant la pandémie, c'est que ce sont les organisations à base communautaire qui peuvent continuer à fonctionner pendant les périodes de crise. Donc, il faut nous assurer que ces organisations ont les financements nécessaires, les ressources nécessaires pour pouvoir innover comme elles l'ont fait pendant la crise afin de continuer à fournir les services, l'éducation et autres pour les filles pendant la crise. Donc, je nous exhorte tous à renforcer les financements des organisations à base communautaire qui sont des prestataires de services, en particulier en période de crise. Je vous remercie. Dr Nicolas Gray. Merci. J'ai consulté le vice-président qui m'a apporté ces exemples et nous avons deux mesures immédiates. Habilitation et information des travailleurs de la santé locaux, du secteur de la société civile, et nous souhaitions souligner la situation des adolescentes ou des femmes mariées qui sont dans des communautés hautes, des camps de réfugiés, des zones de conflit. Pandémie et conflit sont vraiment des situations absolument terribles et donc nous voulions souligner ce point. Et ensuite, concernant la conception et le cadre de la télémédecine, je pense que c'est certainement une direction à emprunter et bien sûr, si on ne tient pas encore compte de l'élément humain, parce qu'il y a les questions de consentement, de vie privée, et je pense qu'il faut cibler les jeunes adultes et les adolescents pour déterminer quelles sont les meilleures stratégies à employer dans ce domaine. Et c'est vrai qu'on nous a bien expliqué qu'il était particulièrement important d'effectuer de faire des efforts avec les parents parce que les jeunes souvent comptent sur leurs parents, les plus jeunes, pour les amener. Donc, il ne faut pas exclure les parents de nos interventions et de nos stratégies. Et concernant les jeunes filles qui vont à l'école, il faut envisager une coopération entre les travailleurs de la santé et les établissements scolaires, surtout en ce qui concerne les plus jeunes adolescentes qui n'ont pas forcément les moyens dont disposent les jeunes femmes un peu plus âgées et qui seraient heureuses d'obtenir des services non stigmatisants qui se rendent dans les établissements scolaires et leur permettent d'avoir les informations nécessaires. Merci, Dr. Gray. Peut-être que Ahmed souhaite nous donner ses... Je vais essayer d'être aussi bref que possible. À court terme, nous devons poursuivre le partage des enseignements et apprendre les uns des autres de toutes les parties prenantes. Il faut
également renforcer les programmes et atteindre d'autres programmes et d'autres personnes, sans oublier de toucher les plus vulnérables et veiller à ce que tous les programmes qui peuvent être reproduits le soient et n'oublier aucun adolescent. Il faut poursuivre la collecte de données pour en savoir plus sur les adaptations programmatiques à plus long terme. Disons que les recommandations pour le plus long terme est de mettre en place des plateformes plus efficaces pour les parties prenantes et les organisations afin que nous puissions faire un plaidoyer plus efficace auprès des gouvernements et des bailleurs de fonds. Nous avons davantage de données probantes aujourd'hui pour faire passer ces messages et nous l'espérons, le consensus sera plus généralisé parmi les différentes parties prenantes concernant la SSR, dans les gouvernements, les organisations multilatérales, les programmes de SSR doivent tirer les enseignements des erreurs des décennies passées. Je vous remercie. Merci, Ahmed. Donc, nos recommandations concernent les adaptations des systèmes de collecte de données, les instruments, veiller à lier la santé et l'éducation, maintenir les jeunes filles à l'école, donc encourager les jeunes filles à rentrer à l'école, et le fait que la pandémie de COVID-19 touche particulièrement les populations plus vulnérables et marginalisées, et que la télémédecine est extrêmement importante, joue un rôle essentiel, que les parents doivent être impliqués dans la SSR de leurs enfants et que nous devons mettre en place de meilleures plateformes pour les gouvernements et les parties prenantes. Je voudrais vous remercier tous pour vos questions, vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. Et il y a également des ressources qui ont été fournies dans la boîte de dialogue. Merci. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je voudrais remercier l'implication des uns et des autres sur la thématique d'aujourd'hui et les enseignements importants qui ont été tirés de l'adaptation programmatique. Nous avons appris beaucoup de choses des expériences qui ont été partagées aujourd'hui. Nous remercions les modératrices et les intervenants, ainsi que vous toutes et tous pour les questions que vous avez posées. Vous trouverez des informations et l'enregistrement de ce webinaire sur notre site en français et en anglais. Vous pouvez également nous suivre. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, vous pouvez vous maintenir informé sur les événements organisés, les informations qui seront disponibles. Nous espérons que vous vous rendrez sur la plateforme de FP Insights, qui est une plateforme de ressources pour et par les travailleurs de la santé et les parties prenantes. Les caractéristiques de FP Insight sont disponibles en 21 langues avec des flux d'informations personnalisées. Vous pouvez partager des ressources avec quiconque dispose de cette application. Elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez donc mettre en place, vous pouvez créer un profil en ligne sur FP Insight. Et je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire et vous aurez toutes les informations sur notre site concernant ce webinaire. Je vous remercie encore.